Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Sire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Cette semaine, je te propose une interview avec quelqu'un que tu connais probablement déjà. Si tu écoutes mon podcast, tu écoutes très certainement le sien aussi. À chaque fois que je demande à mes élèves quels sont les podcasts qu'ils écoutent aussi en français, le sien est toujours mentionné. Toujours. Il est aussi professeur de français. Et est-ce que tu as une petite idée de qui ça pourrait bien être? Cette semaine, mon invité, c'est Hugo Coton de Inner French. Inner French, je prononce à la française. Ça fait très longtemps que je voulais l'inviter dans le podcast. Et j'avais bien raison de faire confiance à mon intuition et de vouloir l'inviter car l'interview est fascinante. Il partage avec nous son parcours et comment il est tombé dans l'enseignement du français langue étrangère, donc le FLE, F-L-E, FLE, mais pas que. Aujourd'hui, il nous parle d'un thème qui lui tient à cœur et je suis certaine que ça te parlera aussi. Le perfectionnisme et la confiance en soi quand on apprend le français ou en règle générale une langue étrangère. Quand on apprend une langue, le perfectionnisme nous fait souvent de l'œil, qu'on le veuille ou non. Certains arrivent à ne pas y faire attention et d'autres sont beaucoup plus impactés par lui, le perfectionnisme. Et donc j'ai adoré cette interview, déjà parce que Hugo est hyper sympa et ensuite il parle clairement, lentement et beaucoup moins vite que moi. Donc ça te permet aussi de suivre une conversation entre natifs. Et j'adore proposer cet exercice à mes élèves. Ensuite, son partage d'expérience et ses conseils pour passer outre le perfectionnisme vont révolutionner ton français. Et dernièrement, cerise sur le gâteau, il utilise plein d'expressions françaises que tu vas découvrir dans cet épisode qui sont génialissimes. Donc, il y a un petit truc en plus. Par contre, dans cette interview, pour les membres du club de Yasmine, quand l'invité l'accepte, l'invité doit d'abord accepter, c'est ce que Hugo a fait d'ailleurs, les membres du club peuvent participer à l'enregistrement en direct et poser des questions à l'invité. Donc, c'était le cas avec Hugo, il a gentiment accepté que les membres du club participent également à l'enregistrement. L'interview était à 11h du matin, heure de Paris, et 2 élèves basés aux États-Unis se sont réveillés à 5h du matin pour participer. Bravo Daniel et bravo à Tracy. Niveau de motivation légendaire. Encore 1000 merci à Hugo d'avoir accepté que les membres du club nous rejoignent pour l'enregistrement et aussi évidemment d'avoir accepté de venir dans le podcast Le français avec Yasmine. Tu vas adorer cette interview. Hugo est génial et tu vas aussi découvrir comment avoir confiance en toi en français. Bonne écoute. Bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, je pense que je dois vraiment pas le présenter, mais bon. Hugo, salut, comment vas-tu? Salut Yasmine, merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, ça va très bien, j'ai bu mon petit café, donc voilà, je suis fin prêt pour cette discussion. Hugo, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, ça m'étonnerait, mais bon. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Inner French, qui s'adresse aux étudiants plutôt de niveau intermédiaire avancé, donc un peu comme toi. Je fais ça depuis 7 ans maintenant. J'ai une chaîne YouTube également, mais qui n'est plus très active. Et voilà, et je vis à Marseille, en France. Rapidement, pour faire un petit peu ton parcours, est-ce que tu as toujours été professeur de français? Comment tu es tombé dans le FLE? Non, alors comme beaucoup de profs de FLE, j'y suis arrivé un peu par hasard, parce que moi, au départ, j'ai fait des études de commerce. J'ai étudié dans une école de commerce à Paris. Donc, je me destinais plutôt à des métiers de cadre en entreprise, de manager.
Et puis, après avoir essayé ça, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas beaucoup. Et je suis parti avec un ami pour essayer de monter une entreprise à Varsovie, en Pologne. L'entreprise n'a pas marché du tout et je me suis retrouvé à l'Institut français de Varsovie à donner des cours de conversation niveau avancé. Et j'ai adoré ça, j'y ai vraiment pris goût très rapidement. Donc j'ai décidé de me former pour devenir un vrai prof de FLE. Et suite à ça, j'ai lancé mon podcast, la chaîne YouTube, etc. Donc voilà, j'y suis arrivé par hasard, mais je regrette pas du tout ce voyage. Ah, ben, j'imagine du métro boulot dodo à Varsovie. Varsovie, en plus, c'est une ville extraordinaire, hein. Ah, c'est assez rare que déjà quelqu'un connaisse et que quelqu'un utilise cet adjectif. Mais toi, t'y es déjà allé, du coup? Oui, et j'ai adoré. J'ai trouvé ça Ok. trop cool. T'y étais à quelle époque de l'année? Parce que ça peut radicalement changer l'expérience qu'on a. C'était pas une époque très sexy. Je pense que c'était en février. Donc, je Ok, pense qu'il faisait quand même un peu froid. étonnant. J'ai visité Varsovie pendant 4 jours avec un groupe d'amis et on a tous adoré. Ok, c'était en quelle année, tu te souviens? C'était avant le Covid. Je sais Avant le pas si ça a Covid, ok. changé. Pas trop. Non, mais c'est vrai, moi aussi, j'y ai passé 10 ans, donc c'est une ville que forcément j'affectionne. Ce qui est intéressant, contrairement à une ville comme Paris, par exemple, c'est que c'est une ville qui change beaucoup et très rapidement. En fait, elle a été totalement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, elle a été reconstruite par les communistes, donc avec un style qui plaît pas à tout le monde, on va dire, mais l'avantage, c'est qu'il y a encore pas mal de place. Et donc, très souvent, voilà, il y a des bâtiments immenses qui sortent du sol en quelques mois et la ville se métamorphose d'année en année. Et moi-même, j'ai remarqué une grande différence entre quand je suis arrivé en 2014 et quand je suis parti fin 2023. C'était pas du tout la même ville. Donc voilà, il y a plein de grands parcs. Et l'été, je te conseille vraiment d'y aller l'été parce que c'est très sympa. Il y a plein de péniches au bord de la rivière avec des petits bars, des endroits pour danser. C'est vraiment une ville très, très agréable. Donc, on n'y parle pas français, mais Non, ça reste quand même une ville à visiter. c'est vrai. Mais les Polonais sont très francophiles, en tout cas de ceux que j'ai rencontrés. Bon, c'est un peu biaisé parce que forcément, je rencontrais surtout les Polonais qui voulaient apprendre le français. Mais voilà, les Français et la France ont plutôt bonne réputation là-bas, en général. Donc voilà, il y a pas mal de Polonais qui parlent français aussi. Magnifique. Aujourd'hui, je voulais te recevoir. Bon, ça fait un petit moment que ton nom est sur ma liste des invités du podcast, mais j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, j'imagine, qui touche la plupart des personnes qui apprennent le français en étant adultes, le perfectionnisme, la Ouais, confiance en soi. c'est vrai. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi parce que bon, j'ai moi-même des côtés perfectionnistes. Je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. Et c'est quelque chose que j'ai observé effectivement chez pas mal de mes élèves quand je donnais des cours particuliers. Et ça peut être un obstacle dans l'apprentissage. Donc voilà, c'est un sujet à la fois qui concerne forcément toute forme d'apprentissage, notamment dans les langues, qui est très présent dans les langues. Mais aussi, je trouve qu'il y a un aspect un peu plus peut-être philosophique / développement personnel. Donc voilà, des choses qui peuvent vraiment impacter toute notre vie. Donc si on se rend compte qu'on a peut-être ce trait de caractère, ça peut être bien d'essayer de le limiter ou de se soigner par moment. C'est quoi être perfectionniste quand on apprend une langue? Est-ce que tu as un petit profil robot de l'étudiant perfectionniste? Oui, j'avais un élève, je vais pas le citer parce qu'il va peut-être écouter ce podcast, je vais pas dire son prénom, qui était génial, qui parlait très bien français, mais très 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 lentement, parce que il réfléchissait longuement avant de former la moindre phrase. Et c'était un peu frustrant pour moi, même si je me reconnaissais aussi en lui. C'est peut-être pour ça que c'était encore plus frustrant. Mais la conversation n'avançait pas beaucoup parce qu'il passait beaucoup de temps à essayer de former ses phrases pour ne pas faire d'erreur. Ce qui est normal, je pense, jusqu'à un certain niveau, parce que on a besoin voilà, de réfléchir. C'est pas facile de s'exprimer dans une langue étrangère. Mais lui, il avait déjà un bon niveau et il avait toujours ce blocage, cette peur de faire des erreurs qui, du coup, rendait le flow de la conversation un peu moins agréable.
Alors qu'au contraire, même si c'est plus rare, de temps en temps, j'avais des élèves qui en avaient absolument rien à faire de la grammaire, de faire des erreurs, qui, voilà, une fois qu'ils connaissaient 30 mots, c'est bon, ils commençaient à vouloir parler de, je sais pas, la conquête spatiale ou de sujets quand même assez compliqués. Et même si ces élèves faisaient beaucoup d'erreurs, souvent les conversations étaient un peu plus stimulantes, en tout cas pour moi, parce que voilà, on avançait, on échangeait des idées. Est-ce que tu as réussi à débloquer le flux de parole de cet élève qui parlait un peu plus lentement? Il a fait quelques progrès, mais je pense qu'on avait 1 heure de conversation par semaine et je pense que c'était pas assez. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc moi j'ai arrêté de donner des cours particuliers il y a 5 ans et j'ai gardé contact avec lui. Et lui, il a continué de pratiquer de son côté, notamment en rejoignant des groupes de conversation sur Discord, des choses comme ça. Et en fait, maintenant, il a acquis une certaine aisance. Bon, il a toujours quand même ce trait de caractère et clairement, il n'a pas le débit le plus rapide. Bon, moi non plus, c'est vrai que je parle assez lentement, même au naturel. Mais j'ai remarqué qu'il avait moins peur de se lancer, de partir dans une phrase sans savoir vraiment comment il allait la terminer. Et c'est aussi quelque chose, voilà, c'est une forme de confiance en soi qui, à mon avis, ne peut venir qu'avec la pratique ou peut-être en faisant une thérapie, je sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose, je pense, qui vient avec la pratique et la confiance qu'on acquiert, de savoir que, bon, une fois qu'on a atteint un certain niveau, peu importe ce qu'on veut essayer de dire, même si on n'a pas le mot exact, on va trouver une façon de le dire. Clairement. Et en plus, la pratique, ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de miracle ni de raccourci. Il faut parler le plus souvent possible pour parler français. Il faut que les mots sortent, il faut que les mots soient alignés, peu importe l'ordre. Et c'est en parlant, en faisant des erreurs que on arrive à progresser. Il y a aussi cette peur de l'erreur qu'on retrouve très souvent chez des apprenants. Qu'est-ce que tu leur dis à un élève qui dit, par exemple, j'arrive à comprendre des podcasts, je comprends ton podcast, j'arrive à lire des articles de presse, mais je n'arrive pas à parler, j'ai peur de parler avec des francophones. Oui, ça souvent le problème, c'est aussi quelque chose qui est lié à la grammaire, parce que la grammaire, en fait, ça nous donne un peu cette illusion que la perfection est atteignable, pour en revenir au perfectionnisme, parce qu'on se dit, voilà, si je ne fais pas d'erreur, sous-entendu d'erreur de grammaire, eh ben, je vais m'exprimer en français parfaitement. Et ça, pour moi, c'est une illusion, parce que, bon, faire une phrase grammaticalement parfaite, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que la communication est un succès, en fait. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on est tellement concentré sur la structure de la phrase, sur est-ce que c'est masculin ou féminin, est-ce que je dois accorder ou pas, que on oublie en fait l'objectif premier de pourquoi on apprend une langue. Quand on apprend une langue, en général, c'est pour communiquer avec les gens, pour échanger des idées. Mais en fait, on n'échange plus vraiment d'idées parce qu'on se limite soi-même à cause de ces questions de grammaire, au lieu de vraiment se focaliser sur la conversation. Et du coup, j'ai oublié ta question. Les élèves qui ont peur de parler avec des francophones. Ouais, donc ça, je les comprends parfaitement, notamment parce que j'en ai un bon exemple chez moi à la maison, ma conjointe, qui apprend le français depuis qu'on est en France. Et elle est un peu terrifiée à l'idée de parler dans la rue avec des gens, même d'aller au supermarché. Et ça, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai que, notamment dans le sud, les gens ils sont assez avenants, ils sont assez sympathiques, donc ils aiment bien discuter, ce qui n'est pas forcément le cas à Paris, par exemple. Donc quand on va faire les courses, le caissier ou la caissière a toujours un petit mot gentil à la fin, mais c'est jamais vraiment la même chose. C'est pas une formule de politesse standard qu'on répète. Donc en fait, elle sait pas trop sur quel pied danser, c'est pas à quoi s'attendre et elle a toujours peur de pas comprendre ce que la personne va lui dire. Alors que moi, c'est vrai, en Pologne, il y avait 2-3 formules de politesse standard et c'était systématiquement les mêmes. Les gens dans les commerces essayaient pas du tout de faire la conversation. Donc c'était assez facile d'être rassuré par rapport à ça. Et encore une fois, c'est assez frustrant, mais il n'y a pas vraiment de secret. Je pense qu'il faut
essayer d'être un peu moins centré sur soi-même, parce que souvent c'est le problème aussi, je pense, avec par exemple les personnes qui partent en vacances, qui viennent en France et qui disent ah, les Français sont pas sympas. Bon, c'est vrai qu'il y a des Français qui ne sont pas sympas, on va pas se mentir, mais parfois ça vient de notre attitude à nous aussi et on s'en rend pas forcément compte, mais on est tellement stressé par exemple à l'idée de faire une erreur que ce stress va se ressentir immédiatement dans l'interaction qu'on va avoir avec les personnes. Et forcément, la personne en face, elle va peut-être pas répondre d'une manière très, très avenante, tout simplement pas du tout à cause de la grammaire des erreurs, mais simplement à cause de la vibe, entre guillemets, de la personne. Et voilà, il faut se dire que la personne en face de nous, elle a ses problèmes aussi. Peut-être que là, elle était en train d'aller au travail et elle n'a pas le temps, tout simplement. Et oui, vous êtes en vacances, vous avez envie d'en profiter, d'avoir la meilleure expérience possible, mais voilà, pour ces personnes-là, vous êtes un personnage secondaire dans leur vie, voire même juste un figurant, et vous n'êtes pas le centre de leur univers. Je pense que toujours la question, c'est d'essayer de se recentrer plutôt sur la communication et se mettre à la place de la personne qu'on a en face de nous. C'est assez difficile, parce que surtout dans ce genre de contexte, on est assez stressé. Et voilà, ça permet de se détendre aussi et de se dire, qu'est-ce que moi je peux faire pour que cette interaction se passe bien? Tout simplement, voilà, un sourire, pas essayer de poser 5 questions d'un coup, mais essayer de poser la question de la manière la plus simple possible. Et voilà, et à force d'avoir ce genre d'interaction, encore une fois, je pense qu'on gagne en confiance en soi, on se rend compte que c'est possible. Par rapport, moi, à ma conjointe, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à beaucoup l'accompagner, parce que j'avais pas envie qu'elle soit stressée à cause de ça et à parler à sa place, en fait. Donc, ce qui était assez malaisant parce que je pouvais passer pour un gros misogyne qui parle à la place de sa femme et qui lui laisse pas en placer une. Parce que voilà, j'avais pas envie d'expliquer systématiquement, voilà, elle est polonaise, elle parle pas encore français, etc. Donc, de temps en temps, c'est moi qui parlais à sa place. Mais maintenant, de plus en plus souvent, elle va faire les choses elle-même et je l'accompagne plus et je lui dis, ça va sûrement pas être parfait, tu vas peut-être pas tout comprendre, mais le plus important, c'est que à force de faire ces choses-là toi-même et de te rendre compte que tu obtiens plus ou moins ce que tu étais venu chercher, ça va te permettre d'acquérir cette confiance. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé en Pologne aussi. C'est assez frustrant parce que il y avait souvent des fois effectivement où j'étais pas sûr qu'on se soit bien compris, j'étais pas sûr d'avoir obtenu le document, par exemple, que j'étais venu chercher dans une administration. Mais à force, j'ai gagné suffisamment confiance en moi pour être capable de poser des questions, de dire « Ah, je comprends pas, est-ce que vous pouvez réexpliquer ça ?» etc. Et voilà, ça finit par venir avec la pratique. Et c'est bien que tu soulignes qu'il faut le faire seul. Donc même si tu as envie d'aider pour que ça aille plus vite et que ce soit plus simple, en fait, c'est des petits trous de sécurité comme pour les petits enfants qui apprennent à rouler à vélo. Mais finalement, il faut se lancer, il faut être seul face à une situation pour vraiment dire, OK, mon objectif, je vais obtenir ce que je veux aujourd'hui, peu importe un papier administratif, un rendez-vous chez le médecin et quoi qu'il arrive, ça va être ma mission. Je vais transpirer, je vais stresser, je vais peut-être pas comprendre ce qu'ils vont me dire, mais je vais y arriver. Donc il faut vraiment sortir de sa zone de confort et c'est inconfortable. Exactement. Et c'est parce que j'imagine que la plupart de tes auditeurs, peut-être que je me trompe, mais ne vivent pas dans un pays francophone. Et ça peut être aussi une bonne idée d'essayer de se préparer avant de venir, si on vient pour les vacances, que ce soit à travers des cours de conversation comme toi tu peux donner dans ton école, sur des plateformes, voilà, il y en a plein, mais il y a aussi des sites où on peut trouver des partenaires de conversation et être dans un contexte où vraiment on s'attend à ce que vous parliez, on s'attend à ce que vous fassiez des erreurs et voilà, c'est le meilleur contexte possible pour pratiquer, se mettre en confiance, parce que si on attend de se dire voilà, je vais être en France, j'attends d'être à Paris pour discuter avec des Français, ça peut être assez compliqué. Donc autant se préparer dans le meilleur environnement possible, l'environnement où on va trouver le plus de soutien et d'encouragement pour après pouvoir pratiquer dans le monde réel, dans la vraie vie, quand on vient en vacances ou que sais-je.
attendre de venir à Paris pour pratiquer son français, c'est déjà trop tard. C'est vrai. Et Paris, c'est peut-être pas non plus la meilleure ville pour pratiquer son français parce que, bon, t'en sais quelque chose, tu vis là-bas, mais c'est extrêmement dense, les gens sont très occupés, ils n'ont pas le temps. C'est mieux parfois d'aller dans des plus petites villes où ils ont moins l'habitude de voir des touristes, mais où voilà, les gens sont contents justement de prendre le temps de discuter avec quelqu'un. Moi, pour pouvoir comparer Paris et Marseille, par exemple, bah, je trouve que globalement, bon, il y a pas mal de débats là-dessus, mais que les gens dans le sud sont plus chaleureux. Alors, certaines personnes disent que c'est assez hypocrite, donc ils sont chaleureux devant nous et puis qu'après, dans le dos, ils ont tendance à être assez médisants et voilà, à cracher dans le dos des personnes, comme on dit. Mais moi, ce que je réponds à ça, c'est qu'en fait, je m'en fiche un peu parce que si je vais dans un supermarché et que la caissière est gentille avec moi, si après elle va se moquer de moi avec ses collègues mais que je le sais pas, bah c'est pas grave du tout. Le plus important, c'est que j'ai une bonne interaction avec elle et ça s'est bien passé. Et voilà. Et si après elle a trouvé que il y avait quelque chose de rigolo chez moi et puis que ça va lui permettre de faire des blagues avec ses collègues, bah c'est très bien. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle, exactement. Tu es créateur de contenu aussi, donc si tu aides les personnes à Ouais. avoir des blagues sur toi, c'est parfait. Et j'insiste aussi sur Paris, comme tu l'as dit. Je l'ai déjà aussi posté, par exemple, sur les réseaux sociaux, où je dis Paris, c'est pas la meilleure ville pour pratiquer son français. Et aussi, surtout les Parisiens, je vais faire une très grande généralité, on va me taper sur les doigts, mais ne sont pas éduqués à entendre du broken French. Donc moi je dis, il faut toujours attendre d'avoir au moins un niveau B1 avant d'aller dans la jungle des Parisiens. Sinon, comme tu dis, il y a plein d'autres villes où les gens sont très sympas. Marseille, Lille, Bruxelles, en Belgique, où ils ont l'habitude d'entendre des accents, ils ont l'habitude d'avoir des personnes avec plusieurs langues qui cohabitent. Ils sont beaucoup, beaucoup plus avenants, beaucoup plus sympas et ils aident les personnes qui parlent français avec un accent, parce qu'on a tous un accent. Voilà, c'est un avis. C'est vrai. Moi, j'étais agréablement surpris, donc je sais pas si c'est aussi parce que les mentalités ont évolué, mais quand j'étais encore en Pologne, je me souviens avoir fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube où je critiquais justement cette tendance des Français à corriger à outrance et à ne pas avoir beaucoup d'empathie envers les personnes qui apprennent leur langue. Et j'avais dit une fois que bon, souvent les personnes qui font ça, c'est des personnes qui ont jamais essayé d'apprendre de langue étrangère parce qu'elles sont pas conscientes de la difficulté que ça représente. Mais là, depuis que nous, on est en France, je trouve que globalement, je suis plutôt fier de mes compatriotes parce que je corrige jamais ma copine, même quand elle fait des erreurs. Et ils sont assez patients et ils passent pas immédiatement en anglais. Il y en a aussi qui passent en anglais. Donc ça aussi, je suis assez fier parce qu'on dit toujours que les Français parlent pas anglais, mais là, même à Marseille, c'est assez facile de trouver un médecin, un dentiste qui parle très bien anglais. Donc bon, c'est pas le mieux pour apprendre, mais en tout cas, ça permet de se dire, dans le pire des cas, on peut essayer avec l'anglais et maintenant, il y a quand même pas mal de personnes, surtout chez les jeunes, qui le parlent. Oui, oui, bien sûr. Et aussi, concernant la correction, bon, tu es professeur, donc tu n'as pas droit à l'erreur, c'est comme moi, on n'a pas le droit de faire des fautes. J'aimerais quand même souligner que les francophones natifs, en général, comme tu dis, ne corrigent pas à l'oral les personnes qui apprennent le français, ou c'est très très rare. Par contre, les francophones natifs corrigent les natifs. Est-ce que tu as le malheur de faire des fautes? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est quelque chose, au début, quand j'avais pas encore très confiance en moi en tant que prof, j'étais très sensible à ça et j'avais vraiment cette peur de faire une erreur quand j'écrivais quelque chose au tableau parce que surtout par rapport à l'orthographe, c'est vrai que l'orthographe française est loin d'être facile et je me suis rendu compte après plusieurs années que il y avait une phrase que je disais quasiment tous les jours et qui était une erreur. Donc je disais, je m'en rappelle. Et en fait, je sais plus si c'est dans un commentaire sous une vidéo ou quelque chose comme ça, mais quelqu'un m'a corrigé en me disant non, parce que ce n'est pas se rappeler de quelque chose, mais se rappeler quelque chose. Donc ne doit pas pouvoir dire je m'en rappelle. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me corriger systématiquement et à la place à dire par exemple je m'en souviens.
Mais je continuais d'entendre constamment autour de moi les gens dire « je m'en rappelle », même à la télévision, dans les médias, même des personnes avec un très bon niveau d'éducation. On a un peu ce truc en France dont l'Académie française est le symptôme peut-être le plus visible. Oui, j'ai l'impression que t'es pas fan non plus de cette institution, mais si 95% de la population fait une erreur, on devrait considérer que c'est plus une erreur, mais c'est tout simplement une évolution de la langue. À partir du moment où tout le monde comprend ce qu'on veut dire, pourquoi continuer de considérer que ah non, c'est une erreur parce que au 19e siècle, c'était comme ça et l'Académie française dit que c'est comme ça. C'est aussi un certain type, je ne sais pas si de francophones, mais en tout cas de français, qui ont tendance à faire ça, mais je sais que ça existe aussi en anglais avec les grammar nazis, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément propre aux Français. Mais encore une fois, on revient à cette question de qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est la communication, de faire passer un message, ou est-ce que c'est d'accorder le participe passé avec le COD quand il est placé avant le verbe dans les temps composés? Au secours. Il y a aussi cette peur donc des personnes qui apprennent le français qui disent oh mon Dieu, je vais être corrigée si j'écris quelque chose sur les réseaux sociaux. Moi, je dirais qu'il faut pas s'inquiéter et surtout les réseaux sociaux, les personnes ne parlent pas comme dans la vraie vie. Donc j'imagine, tu as peut-être eu des commentaires sur tes vidéos ou même sur tes podcasts. Il y a deux mondes. Il y a le monde d'Internet avec des francophones natifs ou non natifs qui font des commentaires, mais qui n'utiliseraient jamais avec les mêmes mots dans la vraie vie ou même qui diraient absolument rien dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as des expériences là-dessus, j'imagine, avec ta chaîne YouTube? Est-ce qu'à l'époque, en plus, quand toi, tu avais ta chaîne YouTube et que tu étais actif et que tu postais régulièrement des vidéos, tu avais le pouce vers le bas? Ouais, c'est vrai. Il existe encore, mais il est masqué. Donc maintenant, on peut le voir. Il me semble que sur les vidéos, on a encore un pourcentage de 96% de likes. Ça veut dire qu'il y a des dislikes, mais si le bouton a disparu, je ne sais pas comment on peut je sais pas comment ça fonctionne. Mais on voit encore sur les vidéos la part de personnes qui ont aimé ou pas la vidéo. Moi, l'avantage que j'avais par rapport à ça, c'est que je faisais principalement des vidéos qui concernaient plutôt les aspects culturels. Pas trop de vidéos sur la grammaire, donc je pense que j'attirais peut-être un peu moins les adeptes ou les extrémistes de la grammaire. Mais du coup, je me faisais corriger par rapport à ça quand je faisais par exemple des vidéos sur une ville où je présentais la ville et des habitants me disaient « Ah bah non, c'est pas comme ça », etc. Souvent, c'est assez bienveillant. De temps en temps, on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de s'affirmer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, les réseaux sociaux sont parfois leur exutoire. Globalement, j'ai eu de la chance, je pense, parce que j'ai toujours eu un public assez bienveillant. Bon, de temps en temps, forcément, au début, il y avait des commentaires un peu blessants, mais j'ai fini par m'y habituer. Et surtout, le plus important, par arrêter complètement de lire les commentaires. Parce que, comme on le sait, si on a 10 commentaires positifs et un négatif, eh ben, on va se focaliser sur celui-là et ça va nous gâcher notre journée. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Et l'autre avantage, entre guillemets, que j'ai par rapport à ça, c'est le fait d'être un homme. Parce que je pense je vois parfois des profs femmes qui se font beaucoup plus reprendre et corriger sur des détails, des choses qu'on laisse complètement passer quand c'est un homme. Et voilà, je trouve qu'effectivement, pour les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus violent pour les femmes. Ah, je confirme, hein. Moi, toutes les personnes qui m'ont corrigé, critiqué, c'est toujours des hommes. Et c'est toujours des hommes qui font beaucoup moins que moi. Beaucoup, beaucoup moins. Qui n'ont pas de podcast, qui n'ont pas de newsletter, qui n'ont pas un seul cours digital, enfin, rien du tout. Mais voilà, ils vont avoir leur avis. Bon, c'est la même chose sur YouTube, j'imagine. Ouais, bon, on se dit toujours, c'est un peu cliché de dire « Ah, c'est les personnes qui sont jalouses, etc. » Mais je pense que forcément, quand il y a quelqu'un qui a plus de visibilité, qui peut-être a le courage ou la motivation de faire des choses que nous-mêmes, on aimerait faire mais qu'on ne fait pas, eh ben, ça peut nous blesser, nous vexer et on se retrouve à attaquer cette personne. Et comme tu dis, peut-être qu'en se rencontrant dans la vraie vie, ça se passerait très bien, on aurait un très bon contact. Mais là, le fait d'être protégé, d'être derrière son clavier, on se permet d'écrire des choses qu'on dirait jamais en face à quelqu'un. Exactement. Donc, pour pratiquer votre français, n'oubliez pas de pratiquer avec des personnes bienveillantes,
des personnes qui vous veulent du bien, qui veulent vous voir progresser, avec qui vous vous sentez en sécurité. Donc, n'allez pas pratiquer dans les commentaires de TikTok où il y a des fautes d'orthographe épouvantables. Franchement, je me suis lancée il y a pas longtemps sur TikTok. Je n'ai jamais vu des choses écrites de cette manière. Tu es sur TikTok aussi? Non, je suis pas sur TikTok non plus. C'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux, j'ai été assez sélectif, donc je suis pas non plus sur Instagram, pas sur TikTok, parce que j'avais pas le temps et c'était pas des formats qui me parlaient particulièrement, donc voilà, je me suis concentré sur les podcasts et YouTube. Et ton podcast, est-ce que tu peux un peu en parler? Donc, c'est niveau intermédiaire, donc un peu comme le mien. À quel rythme? Quelle fréquence? Ouais. Alors, on publie un épisode toutes les 2 semaines. Je dis on parce que maintenant, on est 2 à faire le podcast avec une prof qui bosse avec moi, Ingrid. Et on varie les formats. Donc, un épisode sur 2, c'est souvent une conversation entre nous, une conversation plus spontanée, plus informelle. Et puis après, on a des épisodes solo qui sont plus rédigés, on va dire. Assez souvent, on a un script. Je sais que toi aussi, tu fais ce genre d'épisode. En général, c'est vraiment des sujets... on parle rarement de grammaire ou de FLE. On essaye plutôt de parler d'aspects culturels, sociétaux, de choses qui concernent le monde francophone, mais pas seulement. Tout simplement des sujets qui nous intéressent et on essaye de les rendre accessibles pour des personnes qui apprennent le français. J'ai vu aussi que tu as une école avec des cours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quels sont les cours qui sont disponibles dans ton école? Oui, donc on a des cours par niveau, B1, B2, C1. On a 3 cours. Et c'est des cours qui sont complémentaires au podcast dans le sens où le podcast, comme tu le sais, c'est quelque chose d'assez passif, sauf si on est très motivé et comme je le vois quand même assez souvent, où il y a des personnes qui impriment les transcriptions, qui font leur traduction elles-mêmes, qui s'écrivent des questions pour y répondre. Donc voilà, c'est possible. C'est une formidable matière première, mais après, il y a beaucoup de travail à faire soi-même si on veut s'approprier ce qu'on écoute. Dans les cours, voilà, c'est une approche plus active avec des exercices, avec des questions, les profs qui sont là pour répondre et pour accompagner. Et donc, ça permet d'être complémentaire au podcast. Magnifique. Avant de clôturer cet épisode, il y a donc 2 élèves du club qui sont présentes. Je vais prendre les questions si vous en avez. Tracy, Daniel, est-ce que vous avez des questions pour Hugo? Si vous ne voulez pas parler, vous pouvez écrire votre question aussi. Je suis très flatté en plus parce que Tracy s'est levée à 5h du matin pour assister à l'enregistrement. Donc ça, c'est vraiment la dedication, comme on dit en anglais. Tracy, tu as écrit quelque chose? Oui, non, je vais parler. Ouais. Je ne peux pas parler. Qui êtes-vous quand vous parlez en français versus quand vous parlez dans notre langue? Et comment est-ce que votre personnalité change-t-elle? C'est une très bonne question. Un des premiers épisodes du podcast que j'avais fait, j'avais abordé ce sujet sur les différentes personnalités qu'on a en fonction des langues que l'on parle. Maintenant, je serais peut-être moins radical que je l'étais à l'époque. Je ne sais pas si j'ai vraiment une personnalité si différente que ça en anglais et en français. Surtout que je parle anglais au quotidien avec ma copine. Peut-être que je suis un peu plus direct en anglais qu'en français, alors que c'est vrai qu'en français aussi, dans notre langue maternelle, on a un vocabulaire plus riche, donc c'est normal d'être plus nuancé. Et j'ai l'impression parfois que d'utiliser l'anglais avec ma copine, ça nous facilite la vie, parce que on est peut-être un peu plus direct dans notre façon de communiquer. Il y a moins de sous-entendus, donc voilà, ça permet de fluidifier aussi la communication. Est-ce que tu es plus drôle en français ou en anglais? Dans les 2 langues, moi, je suis un adepte des one-liners. Donc, c'est quelque chose que j'ai peut-être plus en anglais aussi parce que, voilà, parfois, il y a des phrases, des structures, des choses. Je pense que la langue anglaise est plus adaptée ou aussi parce que je regarde plus de stand-up, par exemple, en anglais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça, de one-liners. Mais effectivement, je pense que quand on arrive à être capable d'être drôle dans une langue,
on peut se dire que voilà, on a un bon niveau dans cette langue-là. Merci beaucoup. Merci Tracy. Daniel, C'est trop tôt pour mon ordinateur. il est quelle heure chez toi? Vers 6 heures. Oui. Tu es Mais ça me très convient matinal. parce que je commence le travail bientôt. Donc, Ok. c'est facile pour moi. Ok. Je n'ai pas de questions. Merci beaucoup pour la conversation. C'était un sujet que je tiens à cœur parce que je veux que je suis perfectionniste aussi. Mhm. Donc, j'ai besoin de ces conseils, oui, pour essayer d'oublier le peur et tout ça. Donc, merci beaucoup pour le conseil. C'était De utile. rien. Et bravo pour, pour avoir là le courage de parler comme ça spontanément à 6 heures du matin en plus. Moi, je sais pas si je serais capable d'être aussi... C'est un peu difficile de temps en temps. Ouais, parce que le cerveau est pas encore bien réveillé. En plus, dans une langue étrangère, c'est pas facile. Donc voilà, bravo. Exactement. D'ailleurs, pour info, donc Daniel, elle a réussi le B2 l'année dernière. Félicitations. Oui. Et Merci. C1 peut-être cette année? Peut-être. Je Je vais le, réfléchis. Oui. Le B2 était difficile. Mais Tracy, oui. Tracy, toi, tu vas faire le C1. je vais le passer en décembre. Ok, Je croise les doigts. on croise les doigts. Bon, t'as encore un peu de temps pour continuer ta préparation. Oui. C'est vraiment, moi je suis hyper contente pour vous de toute la progression que vous avez fait en français et même si on n'aime pas les examens parce que c'est toujours très stressant et même si personnellement dans notre vie, notre carrière, on n'a pas besoin d'examens, c'est quand même une excellente satisfaction de se dire, ok, j'ai ce petit papier qui certifie tous mes efforts jusqu'à présent. Donc je vous souhaite le C1 évidemment cette année ou l'année prochaine. Et pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, si vous vous posez la question, envisagez un jour, à un moment donné, dans votre voyage de l'apprentissage de la langue française, de passer un examen pour certifier tous vos efforts, même si c'est pas drôle, même si c'est stressant, même si c'est très inconfortable. C'est vraiment un très bon moment quand on reçoit la note, dire ah, c'est bon. C'est vrai. Hugo, avant de te laisser partir, j'ai Mhm. une question que je pose à tous mes invités. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui apprend le français ou qui veut apprendre le français, quel serait-il? Alors, je vais essayer de ne pas être trop long et de ne pas partir dans une leçon complète. Mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la communication, d'essayer de parler avec les gens. Et bon, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que l'input est essentiel aussi. Et que si on passe beaucoup de temps à écouter, à lire, ça va aussi avoir une grande influence sur notre faculté à nous exprimer. Donc, il ne faut pas se dire « je suis trop timide, j'ai personne avec qui parler, je ne peux pas apprendre la langue ». Si vous êtes plutôt introverti, vous pouvez faire d'énormes progrès aussi si vous passez suffisamment de temps à écouter et à lire dans la langue. Moi, j'ai très souvent des témoignages de personnes qui me disent j'ai écouté tous les épisodes du podcast et maintenant j'ai moins peur pour parler parce que sans savoir vraiment comment, mais les phrases me viennent. Après, c'est sûr qu'il faut quand même continuer à pratiquer pour créer des automatismes et aussi pour toutes ces questions de confiance en soi. Mais il ne faut pas sous-estimer l'impact de simplement passer du temps avec la langue, à l'écouter et à la lire. Passer du temps avec la langue. Magnifique. Merci beaucoup Hugo, c'était vraiment hyper intéressant de t'avoir dans le podcast. Comme je t'ai dit, ça faisait longtemps que tu étais sur ma liste. Merci infiniment Voilà, c'est d'avoir fait. partagé. Merci Yasmine, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très sympa. Et voilà, si tu passes par Marseille, ou même Tracy et Daniel, n'hésitez pas à me faire un signe pour aller prendre un café. Merci beaucoup. Bisous les filles, bonne journée et courage. Merci, ciao. Salut. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt.